Donc, ma première question est assez générale. Donc, je l'ai notée, c'est dans quelle mesure l'isolement diplomatique croissant d'Israël, notamment en Europe occidentale, pourrait-il influencer l'évolution du conflit israélo-palestinien à court et moyen terme? Quand je parle d'isolement diplomatique, c'est principalement, pour le rendre un peu plus clair, on a de nombreux pays qui commencent à reconnaître l'État palestinien, commencent à reconnaître les sévices que commet Israël à l'égard de Gaza principalement, notamment en violation des droits de l'homme. Donc on a de nombreux pays comme l'Irlande et l'Espagne qui reconnaissent de plus en plus Israël et qui condamnent les sévices d'Israël et en dehors des États-Unis. Donc quel est pour vous votre ressenti par rapport à cet isolement? Je commencerai par vous dire que je pense que la formule isolement diplomatique n'est pas vraiment appropriée, même si je comprends le sens que vous lui donnez. Je parlerai plutôt d'un affaiblissement de l'image d'Israël et d'un embarras croissant de la part d'un certain nombre de chancelleries qui se rendent compte qu'elles soutiennent un pays qui viole le droit international, qui viole le droit des droits de l'homme de façon méthodique, de façon répétée, alors que ce sont le droit international et le droit des droits de l'homme des cadres essentiels pour la crédibilité et même l'existence en tant que telle de l'Europe. Cette précision apportée, je pense que sur le fond, vous avez raison de soulever cette question et que peut-être la reconnaissance de l'État palestinien par Israël, qui est une bonne, enfin, le projet de reconnaissance, qui est une bonne nouvelle, n'est pas assuré encore. C'est ça, on va voir en juin comment ça va se passer aux Nations Unies. Ça reste quand même très hypothétique. Mais en tout cas, c'est tout de même une bonne nouvelle parce que il est clair que la situation en Israël-Palestine, ne progressera pas s'il n'y a pas une pression internationale croissante. Celle-ci n'est pas vraiment au rendez-vous, mais on en sent quand même quelques prémices. Donc il y a une orientation générale qui me semble relativement positive. Le problème restant que ça n'a aucune conséquence pratique aujourd'hui pour les Palestiniens qui sont bombardés, confinés, concentrés, réduits à la disette à Gaza et qui sont persécutés, chassés, également tués en Cisjordanie. Donc aujourd'hui, ce qui caractérise la situation en Palestine, c'est l'aggravation, ça n'est pas l'allègement de l'occupation israélienne. Mais enfin, ça reste tout de même, il est important de le dire, je pense, en effet, une évolution quand même plutôt positive. Oui, tout à fait. En plus, on le remarque en juin, on aura la conférence avec l'Arabie Saoudite et la France en lien sur la question israélo-palestinienne. Et ça pourrait. Enfin, Emmanuel Macron, lors de sa visite en Égypte, avait potentiellement évoqué de reconnaître l'État palestinien en juin. Donc, à voir comment cela va évoluer. Mais c'est, comme vous l'avez dit, un petit point positif sur potentiellement une sorte de stabilité dans la région parce que la stabilité passera par la résolution du conflit définitivement entre Israël et Palestine et potentiellement la reconnaissance d'un État palestinien en plus d'un État israélien. Donc, ma deuxième question va se porter sur la diplomatie multilatérale, principalement avec les instances onusiennes, qui sont quand même assez fragilisées et qui font office démontrent en fait l'incapacité au droit international d'être respecté et de résoudre un conflit aussi conséquent. Mais aussi la Cour pénale internationale qui émet des mandats d'arrêt, mais qui, en pratique, ne peut pas l'appliquer si jamais l'État ne l'applique pas lui-même. Donc, est-ce que cette diplomatie multilatérale peut-elle encore jouer dans un contexte de violation persistante du droit international humanitaire? Et est-ce que vous pensez que peut-être à ce moment-là, ce droit international-là devrait être réajusté pour pouvoir mieux sanctionner Benjamin Netanyahou, qui a un mandat d'arrêt, mais aussi le ministre de la Défense et des Armées et le ministre de l'Intérieur? Je ne pense pas qu'on puisse
faire évoluer significativement la Cour pénale internationale, dont les statuts ont été adoptés en 98, c'est-à-dire en 1998, bien sûr, c'est-à-dire à une époque où le multilatéralisme était florissant et où de nombreux espoirs de régulation internationale étaient à l'ordre du jour, sous une direction américaine relativement éclairée, qui était celle de Bill Clinton. Aujourd'hui, toute remise en question des statuts de Rome et du droit international plus généralement serait plutôt marquée par une régression. Si l'on voit que déjà Poutine, enfin disons la Russie, la Chine et les États-Unis seraient vent debout contre tout élargissement des capacités multinationales, des capacités onusiennes. Enfin, en tout cas, Poutine et Trump, certainement. Xi Jinping, c'est moins sûr. La Chine a une position plus intéressée par le multilatéralisme. Mais enfin, ça ne serait certainement pas positif. Je me souviens d'une discussion que j'ai eue avec des responsables du Comité international de la Croix-Rouge, donc qui sont les, les garants, les porteurs, les messagers du droit international humanitaire par mandat de la communauté internationale. Et il me disait que si aujourd'hui on devait revoir les conventions de Genève, il est absolument certain que cette révision se ferait à la baisse et que les obligations des États seraient diminuées, l'espace donné à l'humanitaire serait lui aussi restreint. Bref, que ce serait un recul général. Donc, ce serait la même chose pour la Cour pénale internationale, qui en plus a commis une sorte de transgression. Non pas une transgression de ses statuts, mais une transgression de la pratique qui est attendue d'elle, dans la mesure où elle s'en est prise à un pays qui appartient au camp occidental, ce qui visiblement n'était pas tout à fait prévu par les principaux dirigeants, disons, du monde, disons le P5, euh, pour le dire de façon brève. Donc, je, où est-ce que j'en étais? Oui, donc ni le droit international humanitaire, ni le droit international pénal, représenté par la Cour pénale internationale, ne gagnerait à être révisés. Donc il faut au contraire les préserver comme ils sont et tenter tous les efforts pour que les pays signataires du traité de Rome, du statut de Rome, prennent au sérieux leur signature et donc appliquent concrètement les mesures que la CPI a mises en œuvre. Donc, par exemple, pour ce qui concerne les mandats d'arrêt contre des gens du Hamas et contre des dirigeants israéliens, soient pris au sérieux. Et on voit que pour plusieurs pays européens, ça n'est pas le cas. L'Allemagne, la Hongrie, l'Allemagne les a mis pratiquement au rencard tout de suite. La France a une position très ambiguë comment dire, de contestation de la validité de ces mandats pour un chef d'État en exercice, donc au nom d'une immunité qui est inexistante, qui n'existe que dans l'esprit de certains dirigeants français. Bon, à d'autres moments, la France déclare que elle respectera, elle ira dans le sens qui est indiqué par la Cour pénale. Enfin, ces oscillations ne sont pas une bonne nouvelle, et ne sont pas de bon augure. Le Royaume-Uni, lui, a déclaré qu'il appliquerait stricto sensu les demandes de la CPI, et puis plusieurs autres pays européens également. Donc la situation est vraiment très, très tendante. Mais j'insiste sur le fait que l'Europe aujourd'hui est à la croisée des chemins. Ou bien elle
affirme que les valeurs qu'elle a adoptées au lendemain de la Seconde Guerre mondiale et en créant l'Union européenne, c'est-à-dire l'attachement au droit, à l'état de droit, au droit humanitaire, elle les prend, que tout ça est pris au sérieux, mais ou bien c'est le contraire. Aujourd'hui, mon sentiment dominant, c'est que on assiste au contraire, parce que Israël, certes, est comment dire, les relations avec Israël commencent à être manifestement embarrassantes, source de préoccupation, source de tracas pour les dirigeants européens, mais c'est un embarras qui est purement théorique. Là, il n'est même pas rhétorique, il apparaît à peine dans les déclarations, et toutes les mesures de soutien à Israël, les mesures de coopération universitaire, de jumelage de cités, de reconnaissance du statut démocratique d'Israël, de, de, de possibilité de vendre sur le marché européen avec un statut de quasi-membre de l'Union européenne par l'accord d'association très privilégié dont bénéficie l'État d'Israël. Tout cela montre que l'embarras existe certes pour certains pays, mais que la pratique reste la même et que Israël bénéficie d'un statut pratiquement d'État européen. Et ça, vis-à-vis du reste du monde, c'est absolument désastreux. L'Europe avait déjà, par son passé colonial, par un certain nombre de ses positions, une image, disons, pour le moins troublée, mais après tout, c'est le cas de tous les États. Il n'y a pas d'États qui seraient angéliques et d'autres États qui seraient maléfiques. Tous ont leur passé, leur histoire de violence, naturellement. Mais là, devant cette guerre coloniale dont la résonance est manifeste dans le monde entier, l'Europe, par sa passivité active, si j'ose dire, c'est-à-dire par le refus de prendre des mesures actives qui permettraient de rehausser son statut, est en train de perdre la crédibilité qui lui restait. Je trouve que c'est dommage parce qu'en tant qu'Européen, je préférerais au contraire, je préférerais que ce soit le contraire, mais je suis bien obligé de constater que c'est ce qui se passe. Au-delà de cet aspect-là, je pense que je vais pouvoir basculer sur la santé, l'aspect santé mentale et physique, pour avoir un peu votre point de vue à ce sujet. Donc, ma première question est quels sont les impacts directs et indirects, peut-être que c'est assez difficile d'évaluer, mais je tente quand même, du conflit prolongé sur la santé mentale et physique des populations civiles à la fois palestiniennes et israéliennes? C'est une question à laquelle il est difficile de répondre en l'absence disons, on ne peut pas répondre précisément dans la mesure où on manque de données globales. Mais il y a tout de même un certain nombre de données partielles qui permettent d'aborder la question. Ce sont des conséquences très contrastées, puisque la guerre est exclusivement du côté palestinien, et à l'exception notable tout de même du 7 octobre, qui a été en effet un acte de guerre extrêmement violent et condamnable, bien entendu, Israël n'a pas à souffrir directement de cela. Il y a tout de même quelque chose comme 900, 850 à 900 morts, soldats israéliens qui ont perdu la vie depuis l'offensive, la riposte israélienne à Gaza, plus probablement quelque chose comme 1500 à 2000 blessés, selon les proportions. Donc tout de même, à l'échelle d'Israël, ça compte. Mais je pense que les conséquences principales sont d'un autre ordre. Parce que ça, d'une certaine manière, c'est une accumulation de cas individuels qui sont certes tragiques pour tous ceux qui en souffrent, mais qui sont limités. En revanche, ce qui est beaucoup plus diffus, ce qui se répand dans toute la société israélienne, c'est le contre-coup de la violence qui est exercée en Palestine. Ces soldats, ces réservistes qui font un travail, qui se livrent
à des exactions quotidiennes, répétées, dans lesquelles ils humilient, ils blessent, ils tuent, ils torturent une population entière, ça n'est pas sans conséquence sur le psychisme de tout ce qu'ils font. Et quand on sait que l'armée israélienne est une armée de réservistes, qui veut dire qu'il y a des rotations permanentes et une interpénétration entre la société et l'armée, qui ne sont pas deux entités distinctes, mais deux entités très imbriquées l'une dans l'autre, ça veut dire que la brutalité effroyable de l'armée israélienne dans les territoires palestiniens est réimportée en Israël. Et donc, il y a un phénomène, comme on l'a dit pour la guerre de 14 en Europe, un phénomène de brutalisation de la société israélienne qui a des répercussions dans le domaine des violences conjugales, de la violence routière, du nombre de suicides, bref, disons des indicateurs d'augmentation du niveau de violence, violence contre soi-même, violence contre les autres, qui n'est plus une violence infligée aux Palestiniens, mais une violence interne. Et c'est pour ça qu'on peut parler d'une sorte de manifestation qui a quelque chose de suicidaire. La colonisation et la violence d'Israël dans ces territoires colonisés et occupés a quelque chose de suicidaire. C'est un poison lent, mais qui contamine des pans entiers de la société. Donc, vous voyez, je ne veux pas trop pathologiser, mais il y a quand même des données d'ordre psychopathologique et d'ordre sanitaire qui sont réelles. À ça, il faut ajouter un appauvrissement de la société israélienne, qui est une société déjà ultra-libérale, qui a donc peu à peu, et ça c'est le travail de Netanyahou, démantelé l'État social qui existait bel et bien en Israël, qui était une social-démocratie du point de vue de l'organisation interne de la société, et qui est en train de se durcir également. Donc, le coût de la guerre au plan financier et au plan humain est très cher, il est également au plan économique. Et donc, on peut imaginer que l'accès aux soins, les facilités que les Israéliens peuvent trouver à se soigner vont diminuer également. Là, je suis plutôt dans l'ordre de la spéculation, je n'ai pas de données, mais je pense que c'est une évolution probable. En tout cas, c'est un potentiel évolutif qui est tout à fait plausible. Voilà pour la société israélienne. Pour la société palestinienne, tout ça est évidemment décuplé. On est en train de créer une génération de gens qui vont être habités par la haine et la soif de vengeance, pour qui tout Israélien juif est un tueur en puissance, quelqu'un qui... Il n'y a pas une famille palestinienne qui a été épargnée par les tueries israéliennes. Donc il n'y a pas une famille palestinienne qui compte dans ses rangs des jeunes gens qui seront habités par une soif de vengeance ou au moins une haine qui a quelque chose qui, qui est rongé par des sentiments mauvais, par une passion noire, quoi, une passion triste, comme on aurait pu dire. Donc ça, c'est terrible. Ça voisine et ça se combine à des troubles post-traumatiques qui sont évidemment des syndromes de stress, des névroses de guerre. Enfin, il y a différents mots pour décrire cette situation, mais les, la terreur dans laquelle un bon nombre de Palestiniens vit au quotidien depuis des mois et qui ne semble que s'aggraver plus encore, laisse des traces psychiques profondes qui, à quoi il faut rajouter le stress chronique, le stress au sens physiologique, c'est-à-dire la pression psychique qui s'applique à des gens qui sont en permanence en train de se demander s'ils seront vivants ou intègres, ou encore intègres, dans la demi-heure qui suit ou le lendemain de la nuit qui s'annonce. Ce stress-là c'est démontré sur le plan physiologique, des conséquences sur le plan de l'immunité. Les gens sont beaucoup plus sensibles aux infections. Donc,
il y a des épidémies de toutes sortes dont on parle peu parce qu'elles ne sont pas bruyantes, des épidémies de gastro-entérite, de pneumopathie, de dermatite, de dermatose, pardon, qui sont justement le signe à la fois de ce manque d'hygiène et de cette baisse de l'immunité due aux conditions d'existence. Voilà. À ça, il faut évidemment ajouter tous les mutilés, les handicapés, c'est-à-dire les blessés qui ont déjà de très lourdes séquelles, d'amputations, et de toutes sortes de troubles digestifs, articulaires, etc., neurologiques. Donc, c'est une société qui sort lourdement traumatisée et handicapée, enfin qui n'est pas encore sortie, mais qui sortira le moment venu, très lourdement handicapée. Donc, les conséquences sanitaires de ce conflit sont absolument énormes à l'échelle de toute cette société. Merci pour cela. J'ai une autre question à ce sujet sur le système de santé palestinien. On a pu le voir qu'Israël avait bombardé prioritairement en dehors du système éducatif et médias les hôpitaux. On a pu voir des images assez compliquées où on voit des enfants en état de gestation ou alors tout simplement des fœtus mis dans une situation assez déplorable. Est-ce que vous pensez que ces systèmes de santé-là palestiniens, notamment à Gaza ou en Cisjordanie, parviennent-ils à fonctionner dans un contexte de blocus, de pénurie et de bombardements réguliers? On voit de plus en plus de vidéos où on a des médecins qui sont bénévoles et qui sont volontaires et qui viennent dans des camps pour essayer de soigner ces blessés ou les victimes ou alors ces corps qui sont délaissés. Quel est pour vous leur état actuel? Est-ce qu'on peut penser à ce que ces systèmes de santé fonctionnent plus ou moins, même si la réponse est assez évidente? Mais la réponse est évidente, elle est dans votre question. Non, à peu près, on peut considérer que plus de 80% du réseau hospitalier, du système hospitalier qui avait une réelle efficacité, qui était un système hospitalier sérieux, même si il n'était pas aussi développé qu'il aurait pu l'être, qu'il y avait le blocus, qu'il y avait des problèmes financiers. Il y avait tout de même des équipes médicales, des équipes chirurgicales, un réseau d'hôpitaux. Il y avait 36 hôpitaux fonctionnels dans la bande de Gaza. Tout cela était donc très, quand même assez robuste, ce qui explique qu'aujourd'hui encore, il existe à l'état résiduel, mais il existe encore des fragments d'hôpitaux qui fonctionnent. Mais là, au moment où nous parlons, on est à pratiquement 8 semaines de blocage total de l'aide humanitaire, si bien que les stocks de médicaments, de consommables de toutes sortes, les compresses, les seringues, etc., tout cela est en train de s'épuiser. Et donc, en l'absence d'antibiotiques, d'anesthésiques, de produits de matériel d'injection, de matériel de stérilisation, puisque non plus il n'y a plus de carburant, donc on ne peut pas faire tourner. C'est très consommateur d'électricité, très consommateur d'énergie un hôpital. Eh bien, en l'absence de carburant, il n'y a plus, les groupes électrogènes ne fonctionnent plus, donc il y a des blocages rajoutés encore. Donc non, Israël a intentionnellement et efficacement écrasé le système de santé palestinien, comme Israël a écrasé tous les éléments qui sont nécessaires à à la vie sociale, à la vie physique à Gaza. Pour ça qu'on peut parler d'ailleurs de génocide en cours. Et à ce sujet, on a vu pas mal de prisonniers palestiniens qui ont grandi dans des prisons israéliennes, qui ont été libérés récemment, notamment Ahmed Mansaf, si je ne me trompe pas dans son nom. Pendant combien de temps pensez-vous qu'un prisonnier qui a vécu quasiment toute sa vie en prison pourrait-il récupérer toute une santé mentale, essayer de retrouver une vie normale avec tous ces sévices et séquelles à la fois corporelles et mentales? Le plus vieux prisonnier, enfin un des plus vieux prisonniers palestiniens, 45 ans de prison, je pense que c'est peut-être de lui que vous parliez, moi je n'avais pas relevé son nom. Il est sorti, il est maintenant en Cisjordanie. Je ne sais pas doit être évacué vers un autre pays. Pas sûr qu'il ait le droit de rester en Cisjordanie. Enfin, quoi qu'il en soit, non, ces gens-là ont été
traités d'une manière extrêmement dure. Pour un certain nombre d'entre eux, ils ont été torturés. Pour beaucoup d'entre eux, ils ont été détenus dans des conditions extrêmement violentes, entassés dans des prisons surpeuplées, mal nourris, non soignés. Donc, bien entendu, quand on sort, il y a un sentiment de libération, de bonheur, mais également de difficultés de réadaptation. Aucun d'entre eux ne restera sans séquelles. Et ça, je pense qu'on peut le dire de tous les prisonniers, les prisonniers palestiniens, comme d'autres. Mais je ne peux pas répondre à la question la question temporelle. Il y a un grand nombre de cas. Il y a certains prisonniers qui ont été libérés, qui venaient d'être capturés, ils sont restés quelques semaines en prison. D'autres qui étaient là depuis des années. Certains qui étaient en détention administrative, d'autres qui étaient en détention carcérale euh, habituelle. Les durées et les conditions de détention sont tellement variables dans cette population libérée qu'on ne peut pas établir disons, de prévisions collectives. Il faut simplement rappeler que parmi ces prisonniers, là je mets le terme entre guillemets, libérés par Israël, il y a une proportion qui sont de véritables otages, puisque ce sont des gens qui ont été capturés à l'occasion de rafles plus ou moins aveugles, sans qu'il y ait de dossier, de charges particulières, mais dont une des fonctions était de servir de monnaie d'échange avec les Palestiniens. Je vous ai posé cette question-là parce que j'ai entendu de nombreuses personnes me parler de ces états, la santé mentale des Palestiniens principalement. Et c'est vrai que sur les chaînes de télé, on a tendance à entendre certaines choses qui parfois ne peuvent pas relever de la réalité, si je peux me permettre de dire cela. Parce qu'on voit que les médias sont de plus en plus pris à court dans ce conflit. De nombreux prennent parti assez rapidement et ce qui fait qu'on a tendance à avoir pas mal de fake news ou alors des informations qui pourraient à la fois aller dans le sens d'un parti ou de l'autre. Et c'est vrai que c'est aussi des questions que de nombreuses personnes qui suivent nos réseaux ont pu poser. Peut-être que je peux vous poser une dernière question qui sort un peu du contexte médical, mais qui s'appuie sur les médias. J'ai pu voir que vous avez longuement parlé de quelque temps de ce parti pris par les médias et c'est quelque chose qui a été aussi un sujet de discussion que vous avez pu avoir de manière assez longue. Et donc, ma question principale à ce sujet, c'est quel rôle jouent aujourd'hui les grands médias occidentaux dans la narration du conflit israélo-palestinien et dans quelle mesure leur traitement, souvent centré sur la perspective israélienne, contribue-t-il à invisibiliser les victimes palestiniennes, y compris lors de bombardements ou d'attaques ciblées, notamment à l'égard des journalistes? Or, il faut constater que les médias occidentaux et les médias en général ont très peu réagi aux tueries de masse de journalistes, c'est-à-dire de leurs confrères en Palestine, et évidemment en particulier à Gaza, qui est un cimetière de journalistes. Aucun autre conflit dans le monde n'a été le théâtre d'attaques contre les journalistes aussi délibérées, répétées et efficaces, malheureusement, puisqu'il y a plus de 200 journalistes qui ont été tués, dont au moins un gros tiers, voire plus, a été tué de manière délibérée, c'est-à-dire assassiné. C'est sans équivalent. Il n'y a pas de... et à cela, ajoutons que Gaza est entièrement bloqué, qu'aucun journaliste étranger n'a pu y entrer. C'est une situation sans équivalent dans le monde. Je trouve que la plupart des grands médias, il y a quelques quand même exceptions à cela, Le Monde, Le Guardian, El País, quelques grands journaux occidentaux ont été quand même beaucoup plus attentifs à, à ce qui se passait réellement sur le terrain en Palestine et à Gaza. Mais dans l'ensemble, l'indulgence, disons la complaisance même, a été de mise. Et on a assisté pour la première fois la semaine dernière, donc après 16 mois de guerre et de tuerie de masse, à la première manifestation de journalistes
en solidarité avec leurs collègues opprimés, enfin bombardés et assassinés à Gaza. C'était long. Et notons que la France est le seul pays où une telle manifestation a eu lieu. Dans aucun autre pays européen, les journalistes ne se sont mobilisés pour leurs confrères à Gaza. Donc saluons au moins ce geste qui a été le fait, non pas des rédactions, mais des journalistes eux-mêmes, c'est-à-dire des sociétés de rédacteurs ou des sociétés de journalistes. Ce sont eux et les syndicats de journalistes. Mais les rédactions elles-mêmes n'ont pas jugé utile de se mobiliser pour protester contre plus que les entraves, l'écrasement de la liberté d'informer à Gaza. On ne trouve pas de conflit dans lequel le huis clos médiatique est organisé à ce point et avec une forme d'assentiment général. Voilà, ça c'est le premier point. Mon deuxième point, c'est qu'il faut quand même, par souci d'exactitude et d'équité, faire la part de journaux écrits, notamment, alors je parle des médias mainstream, hein, des médias classiques. Internet, c'est encore une autre affaire. Mais des grands journaux, comme ceux que je citais, Guardian, El País, Le Monde, qui ont fait des reportages, qui ont eu les moyens pour tenter de rendre compte de ce qui se passait réellement à Gaza, en dépit de l'absence d'envoyés spéciaux sur le terrain de la guerre lui-même. Donc, ces gens-là, moi, je lis régulièrement Le Monde et Haaretz comme journaux mainstream, et quand même, j'estime arriver à être informé de l'essentiel de ce qui se passe là-bas. Je dis l'essentiel parce que je consulte bien évidemment des sites internet qui viennent de Gaza ou des sites israélo-palestiniens comme Plus 972, des choses comme ça, qui élargissent, qui approfondissent les thèmes, mais qui, d'une certaine manière, en creux, montrent que les journaux que j'ai cités font tout de même un travail vraiment sérieux, qui désinvisibilise, si l'on peut dire, qui rend visible cette guerre. D'autres journaux, la presse écrite, sont outrageusement pro-israéliens à un point qui défie l'entendement, l'imagination. Enfin, ce pays qui est dans une guerre génocidaire trouve des appuis dans des organes de presse qui n'ont rien d'extrémistes, qui sont parisiens ou Figaro, qui sont des organes, disons, modérés, enfin, qui sont des organes d'information en général, même s'ils sont un peu orientés, c'est comme des organes d'information. Là, c'est vraiment terrible. Et puis, il y a la presse et la galaxie très puissante en France, et malheureusement, pas seulement en France, mais enfin en France notamment, de la presse de droite extrême et d'extrême droite, de Valeurs Actuelles à CNews, en passant par les d'autres, bon, qui, eux, ont pris fait et cause pour Israël et qui, donc, justifient tout, euh, discréditent les manifestations de solidarité avec les Palestiniens. Je ne parle pas de solidarité avec le Hamas, il n'y en a pratiquement aucune, de solidarité avec la population palestinienne. Bon, ceux-là resteront alors vraiment des complices actifs de ce génocide, des atrocités qui sont commises. Euh, il est intéressant de noter que bien souvent, ce sont des gens qui ont des accointances avec l'extrême droite antisémite et qui sont pro-sionistes, pro-israéliens. Mais bon, je ne veux pas développer là-dessus, c'est tout un sujet, mais l'antisémitisme et le sionisme font bon ménage, constatons-le de façon régulière, que ce soit de la part des États-Unis, de la Hongrie ou d'un certain nombre de sites catholiques, tradis, intégristes d'extrême droite qui sont avec enthousiasme aux côtés d'Israël.
Et donc, ma dernière question, avant de vous laisser, on va parler de l'administration Trump et des manifestations aux États-Unis. On a pu analyser que la politique récente de l'administration Donald Trump et de certains États américains à l'égard d'étudiants étrangers qui manifestent en soutien à la Palestine, notamment via sont maintenant la cible de retrait de visa, sont la cible aussi d'arrestations arbitraires. Et cela, est-ce que cela se traduit par une instrumentalisation du droit à la mobilité académique à des fins idéologiques, ou est-ce un moyen pour Donald Trump de, entre guillemets, jouer son côté businessman et faire un coup de poker en demandant à ce que tout le monde trouve une solution rapide pour gérer ce conflit en tant que businessman? Parce que j'entends souvent qu'il adopte une politique assez choquante pour essayer de réveiller, entre guillemets, le Moyen-Orient. On l'a vu avec la création d'une Riviera moyen-orientale, où là, ça a permis le réveil, entre guillemets, des pays arabes qui entouraient Israël et Palestine. Donc, selon vous, quelle est cette attitude adoptée par Donald Trump en ciblant à la fois les universités comme Harvard, Princeton, ou alors, et aussi les étudiants? Non, moi, je ne crois pas du tout qu'il y ait une intention de, de réveil. Trump teste un certain nombre de choses. Il y en a qui le retirent, par exemple, sa politique de droit de douane, les fameux tarifs, euh, se heurte à une réalité économique apparemment imprévue, donc il tempère, il recule, il s'ajuste, enfin il s'adapte, disons, à tout cela, d'autant que les résultats intérieurs sont très mauvais pour lui. Là. En gros, il est en train de perdre l'appui d'une partie de sa base qui n'avait pas voté pour le démantèlement de l'éducation nationale, le démantèlement du peu d'État social qui existe aux États-Unis, pour l'inflation, pour des pertes d'emplois. Tout ça, ce sont des mauvaises surprises pour une partie de l'électorat de Trump. Et donc, il s'adapte. Par contre, il y a un point sur lequel il est absolument clair, c'est l'installation d'un, comment dire, enfin, la guerre au savoir, à la science, à l'université, elle est déclarée et elle est conduite avec beaucoup de détermination, y compris, là on peut dire que Trump est un ignorant qui n'a jamais réussi à lire plus de 2 pages de suite, qui est totalement inculte, etc. Oui, ça c'est sans doute vrai, mais J.D. Vance, son vice-président, lui, c'est tout le contraire. Enfin, tout le contraire sur ce plan-là, parce que pour le reste, il est parfaitement en phase avec lui. C'est quelqu'un de cultivé, qui a fait des études poussées, qui a été dans une université d'élite, et qui doit son succès universitaire à son mérite, pas au fait qu'il est fils d'eux, puisque justement, il est fils de gens qui n'avaient pas les moyens. Donc, il est sans doute encore plus dangereux que Trump, parce qu'il est déjà candidat à la succession de Trump, manifestement, et il est beaucoup plus jeune, il est beaucoup plus vaillant, et il est aussi extrémiste que Trump. Donc non, la mise en coupe réglée des États-Unis, la, le, la, comment dire, la lutte programmée contre la liberté d'expression, contre la liberté académique, voilà ce qui est à l'ordre du jour. Et là, il n'y a pas de pragmatisme, il y a une ligne idéologique très claire. C'est le macartisme renaissant, mais à une échelle sans rapport avec le macartisme des années 50, qui apparaît comme une espèce de petite lubie assez tranquille à côté de ce qui se passe en ce moment, où des centaines, voire des milliers d'étudiants sont fichés, sont listés sur des sites internet euh, comme étant des partisans des terroristes, des antisémites, dont il faut barrer la carrière potentielle, donc il faut mettre sur des listes d'exclus a priori des embauches d'entreprises. Bref, on est dans une menace permanente et aujourd'hui, être étudiant dans de nombreuses universités en, aux États-Unis, c'était
c'est être obligé de se cacher, de dissimuler ses opinions, voire de s'abstenir de manifester, de voir veiller à son habillement pour être conforme à ce qui est attendu. Enfin, on a des germes dictatoriaux qui sont en train de prospérer aux États-Unis à une vitesse et avec une vigueur que je crois personne n'avait prévu, enfin, qui sont absolument déroutantes et extrêmement angoissantes. Mais vraiment, je pense que c'est la guerre au savoir et à la liberté de l'esprit qui est engagée aux États-Unis. Alors, l'issue de cette guerre n'est pas garantie. On peut espérer quand même que les États-Unis ont suffisamment de ressources intérieures pour, pour allumer des contre-feux, pour résister et, in fine, venir à bout de cette offensive. Mais aujourd'hui, rien ne permet de le dire et en tout cas, on est plutôt dans une offensive qui marche, qui est relativement victorieuse de l'autre côté. Merci pour vos réponses, ça me fait énormément plaisir et merci encore d'avoir pris le temps de réactualiser cette interview et d'accepter de le refaire aujourd'hui.